pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. Oikos, ça veut dire le foyer, en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, Soldat Petit Pois. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête parce qu'en refaisant le monde en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Salut les amis, c'est Soldat Petit Pois sur Oikos, comme chaque lundi. Je commence cet épisode par vous dire qu'on a besoin de vous. Oikos, c'est un podcast indépendant qui existe depuis plus de 4 ans et qui est resté gratuit pendant tout ce temps, tout comme tout ce qu'on produit sur Motus et Langue Pendue, notre média. C'est gratuit parce qu'on pense que les questions de société desquelles on doit s'emparer, qui concernent le bien commun, qui concernent la dignité, qui concernent la justice, ça doit pas être des enclaves. On doit tous et toutes pouvoir se les approprier. Mais pour que ce modèle de médias indépendants fonctionne, on a besoin de solidarité. On a besoin que celles et ceux qui peuvent se permettre de nous financer, de nous donner un coup de pouce, de nous aider même à petite échelle, le fassent pour toutes celles et ceux qui sont trop précaires pour se permettre ce genre de dépenses. Si jamais vous aimez ce podcast, que vous voulez que ça continue et qu'on galère pas trop et qu'on soit un petit peu serein, je vous invite à nous aider en nous soutenant financièrement. C'est pas un truc qui vous engage, c'est un truc ponctuel. Je vous invite à consulter la description de cet épisode dans laquelle vous trouverez toutes les infos nécessaires. N'hésitez pas à le faire avant de lancer cet épisode. Pour nous, c'est vraiment une angoisse en moins si vous remettez pas ça à plus tard, vous vous en doutez. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Soldat Petit Pois, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Oikos. Mon invité du jour, vous le connaissez sans doute. Il faisait la une des journaux télévisés il y a un tout petit peu plus d'1 an, et encore avant, suspendu dans un platane sous le ministère de la Transition écologique. En fait, il s'est fait connaître en faisant ce que font chaque jour des centaines d'activistes un peu partout, qui se démènent parfois jusqu'à mettre leur propre vie dans la balance pour protéger la vie, les gens et tout ce qui est beau ici-bas. Sauf que lui, pour protester contre le déracinement des arbres et le flot ininterrompu du béton qui nous emprisonne, il le fait pas exactement comme tout le monde. Thomas Braille grimpe, s'accroche et se suspend. Il reste des jours dans les arbres, qui sont aussi bien son terrain de vie que son terrain de lutte. Il utilise son propre corps pour porter les revendications, en grève de la faim et même en grève de la soif. Contre la très symbolique autoroute A69 et autres projets mortifères, pour son petit garçon et pour nous tous, Thomas est de ces êtres rares qui font avec le cœur là où la raison nous fait défaut, qui vont défendre ce qui a du sens, ce qui est humain et pourtant profondément naturel, avec un grand sourire et son accent d'enfant de sa région. Je suis ravie de l'accueillir derrière mon micro alors qu'il est en ce moment même à l'affiche d'un spectacle indescriptible et très poétique dont on parlera, Éloge de la forêt. En tout cas les amis, cet épisode a été très demandé et j'avais hâte de discuter avec Thomas. On s'est rencontrés officiellement, on va dire, au Cabaret Vert cet été puisqu'il intervenait sur une conférence et que nous aussi, on était invités au Cabaret Vert, on était ravis d'ailleurs, on les salue. C'est un super chouette festival si vous cherchez déjà des festivals pour cet été. Et voilà, c'est une chouette rencontre et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous soutenir comme vous l'avez entendu en début d'épisode. Vous pouvez aussi tout simplement vous abonner au podcast directement sur votre appli sur laquelle vous êtes en train de nous écouter ou bien sur les réseaux sociaux. Tout est en tout cas listé dans la description de cet épisode et sur ce je vous partage notre conversation avec Thomas Braille. Bonne écoute. Salut Thomas. Bonjour. Bienvenue sur Oikos. Merci beaucoup de prendre le temps de passer au micro, ça nous fait trop plaisir. Pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que, première question, tu pourrais tout simplement te présenter aux personnes qui nous écoutent ? Oui, alors je m'appelle Thomas Braille, donc j'ai 50 ans depuis peu.
Voilà, ça fait mal. Le cap est passé. Voilà. Donc, je suis le fondateur du groupe national de surveillance des arbres. Je suis arboriste grimpeur de profession et voilà, et je finirai par dire que je suis citoyen du monde. Voilà. C'est une très grosse question, la question d'après, mais c'est un peu la question rituelle que je pose à tous les invités parce que j'aime bien avoir un peu un panorama de plein de définitions différentes. Je demande toujours qu'est-ce que ça veut dire l'écologie pour toi, mais vraiment pour toi, quoi, pas la définition du dictionnaire. L'écologie, je pense que c'est, pour moi, ce serait quelque chose dont tout le monde devrait s'emparer. Et il faut dire que je me définis volontairement pas comme un écolo, ni comme un activiste, ni comme un militant. Volontairement parce que j'ai envie que ça parle à tout le monde, du coup. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est que j'ai l'impression qu'on clive pas mal, on met les gens dans des boîtes et c'est plus facile pour diviser la population. Et je pense qu'on n'a pas besoin de division aujourd'hui. On a juste besoin tous d'être main dans la main pour essayer de s'en sortir dans le marasme dans lequel on est, quoi, voilà. En vrai, c'est intéressant parce que j'ai des questions justement sur ça que je te poserai après. On te connaît, nous, du coup, pas forcément comme militant, puisque tu te décris pas comme ça, mais comme ayant visibilisé des luttes. C'est quoi ton parcours Comment t'en es arrivé à grimper dans des arbres pour défendre ces arbres-là Est-ce que tu viens d'une famille militante comment t'en es arrivé là Non, alors je viens pas d'une famille militante ou forcément à 200% sur les problèmes environnementaux. Moi, j'ai un papa qui était boucher. Voilà. Okay. Mon grand-père était boucher. Je me suis détaché de la viande depuis peu. Et crois-moi que c'est pas facile quand tu as de la viande à midi et le soir. T'es devenu végétarien du coup Oui. Moi, j'ai 400 mètres carrés de potager. Je suis en autonomie alimentaire. Génial. Et puis j'ai un petit garçon qui récemment m'a dit « Papa, je veux plus manger des animaux morts ». Donc comme quoi, moi je reste persuadé que les enfants sont la clé pour le changement au niveau parental. Ça, c'est une certitude. Et puis ça m'a pas non plus dérangé de le faire parce que j'étais déjà en transition dans ma tête, donc c'est très bien. Comment j'en suis arrivé là? En fait, moi j'ai toujours grandi au milieu de la forêt, dans le Tarn. J'habitais très loin d'un petit village et d'une ville, et du coup j'avais pas de moyens de locomotion à l'époque pour aller voir les copains, donc je m'inventais des histoires en forêt avec les ruisseaux, les rochers, tout ça, quoi. Et il se trouve que par la suite, au niveau des études, ça n'a jamais été mon fort, les études. Moi, être assis sur une chaise, d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre ça encore, qu'on n'ait pas compris que les enfants assis 8 heures sur une chaise dans une salle fermée sous des néons, c'est pas comme ça qu'on pourra faire évoluer la société. Mais plutôt les ramener en forêt, ça serait plus intéressant. Faire de l'école en forêt aussi. Il y en a qui font ça. Mais ça reste épisodique. C'est des choses qui sont très rares encore, qui sont pas la norme, on va dire. Surtout en France. C'est clair qu'on est très normé sur l'école. Entendu. Et mon fils d'ailleurs a ce discours-là avec moi, me dit Papa, j'aime pas trop l'école. Il aime bien aller voir les copains, mais je peux pas lui en vouloir de me tenir ce type de discours-là, puisque moi j'avais le même ressenti quand j'étais petit. Mais voilà, pour en revenir au truc, après, moi, mes parents ont vu que j'avais une sensibilité quand même à la nature. Donc au début je voulais être garde forestier, mais il fallait faire quand même des études et c'était pas mon fort. Donc en fait on a trouvé un compromis qui était d'aller dans une école d'horticulture pour être paysagiste, quoi. Donc voilà, je viens avec des diplômes. Moi j'ai des diplômes en jardin espace vert. Donc j'ai commencé à travailler là-dedans pour la mairie de Mazamet. J'ai travaillé une dizaine d'années et puis la fonction publique c'était pas mon truc parce que je trouvais que c'était un peu trop mou pour moi, et du coup j'ai créé ma boîte comme arboriste grimpeur, et depuis ensuite est venu le groupe national de surveillance des arbres dont on m'a parlé, je pense. Carrément. Voilà. C'est ma question d'après, tu me fais une magnifique transition. Justement, ce groupe national de surveillance des arbres, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et comment tu t'es dit je vais créer ça
En fait, je me suis aperçu que suite à la première action que j'ai menée à Mazamet en 2019, où j'ai réussi à sauver 7 vieux platanes sur 9, il y en a 2 qui ont été abattus, mais comme j'ai passé mes 3 premiers jours, ça a fait pas mal de bruit. Là, je me suis dit, il y a un vrai vide associatif au niveau de la protection des arbres en France. Donc voilà, j'ai décidé de créer ça avec, au tout début, j'étais avec Fabrice Fortner, qui est grimpeur aussi, maintenant qui est arboriste et grimpeur maintenant aussi. Donc on a créé ça, et puis en fait, au bout de 5 ans, en fait, on s'aperçoit qu'on a une très forte écoute médiatique au niveau du groupe national de surveillance des arbres. Alors oui, parce qu'on fait des actions aussi qui sont assez spectaculaires, puisqu'on s'accroche dans les arbres. Et c'est peut-être ça qui a donné une ampleur assez grande à l'association. C'est à peu près entre 60 ou 70 antennes, j'ai plus le nombre, qui se sont créées en 5 ans. Il y a des lanceurs d'alerte partout. Alors ça peut être des gens au sol, des gens qui grimpent, on a une section écureuil maintenant, on a des grimpeurs et des grimpeuses qui sont prêts à aller sur le terrain. Voilà, on travaille sur le volet juridique, on travaille sur le volet pédagogique quand on a le temps, parce que j'avoue qu'il y a plus d'alertes qui nous laissent, des alertes beaucoup qui nous laissent pas le temps de travailler sur le volet pédagogique, mais on avait lancé le projet Un arbre, une école pour replanter des arbres dans les écoles. C'est des personnes un petit peu partout, et puis voilà, et puis c'est un CA qui est en collégial, je tiens à le dire aussi. Ouais, c'est donc on n'est pas du tout en mode pyramidal. Moi, j'ai pas voulu être président d'une association, donc je suis coprésident, et c'est intéressant aussi de dire qu'on est deux hommes pour 5 femmes. Voilà. Ok. Non, c'est hyper intéressant de mentionner spontanément le mode de gouvernance. Nous aussi, sur les médias, on est des coprésidents. Tu as déjà expliqué un peu ton rapport à la forêt, etc., qui vient de ton enfance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui expliquent que tu sois particulièrement sensible aux arbres? Parce que, tu vois, moi, j'ai grandi en banlieue, vraiment où il y avait très peu d'arbres, malheureusement. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas forcément ce rapport sensible, tu vois, à la nature. C'est un truc qu'on nous dit qu'il faut protéger, donc on le comprend rationnellement. Mais je pense que c'est très différent du rapport que tu as, toi. Oui, moi déjà, mon imaginaire quand j'étais petit, c'était les arbres, donc j'ai grimpé dedans, je faisais des cabanes dedans. C'est ton milieu de vie, quoi. Ouais, ça a toujours été mon milieu de vie, et je pense que je trouve un peu triste aujourd'hui les enfants qui n'auront pas eu la chance de goûter à ça et de revenir finalement à des choses primaires, hein, puisque on dit que l'homme descend du singe, alors je sais plus, il y en a qui disent que oui, que non, bon, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a la pince au niveau des mains, ce qui nous permet d'aller nous accrocher dans les arbres. Et si on fait travailler notre cerveau reptilien, en fait, celui qui nous fait remonter à bien longtemps, qui est ancré malgré nous dans notre personnalité, en fait, si vous vous faites poursuivre en forêt par un sanglier ou par un animal qui vous attaque, la seule chose que vous allez trouver à faire, c'est de vous réfugier dans un arbre. Et en fait, on a gardé ces instincts primaires encore. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir ça. Après, moi, c'est aussi une personne qui a clairement un petit peu réveillé mon amour des arbres. C'est un monsieur qui s'appelle Éric Petiot. Okay. Et qui est une personne qui a écrit pas mal de livres, notamment l'acupuncture végétale, soigner les plantes par les plantes. Moi, j'ai fait des stages chez lui, j'ai fait des stages en diagnostic, expertise des sols. Et en fait, j'ai remis les yeux dans un microscope chez ce monsieur, et j'ai trouvé ça tellement magique. Et c'est un monsieur qui m'a fait sortir des sentiers battus de ce qu'on a pu m'apprendre à l'école. Ouais. Moi, à l'école, en fait, j'ai été un bon petit soldat formaté. Donc, je dépendais du ministère de l'Agriculture, hein, puisque quand on est dans une école horticole, et on m'a appris à être formaté, à être un bon petit soldat pour les multinationales à l'époque. On m'a appris à passer des fongicides, des pesticides, des insecticides, et finalement à promouvoir l'industrie de la pétrochimie. Et moi, j'ai voulu déconstruire tout ça. Aujourd'hui, je suis contre tout ça, clairement. Je n'utilise aucun produit. Enfin, de toute façon, c'est interdit, et tant mieux. Mais voilà, je pense que c'est important, et j'ai notamment travaillé dans un petit village qui s'appelle Cabrespine, d'où mes grands-parents sont là depuis 400 ans, et j'avais donné mes compétences à ce village, et je leur ai dit ok, d'accord, si vous voulez qu'on travaille, je vous parle de ça, avant que les glyphosate, tout ça soit interdit dans les collectivités. Ils ont été le premier village de l'Aude à recevoir le label Terre Saine, qu'on appelle. Le petit maire a été reçu du village, a été reçu au ministère de la Transition écologique à l'époque pour recevoir ce label Terre Saine.
Seine et tout. Enfin, ça fait longtemps que je suis là-dedans, moi, que je suis sorti de tous ces trucs-là, quoi. Et voilà, c'est intéressant, quoi. Et du coup, par exemple, dans ta formation et tout, est-ce que y avait les gens autour de toi étaient plutôt justement des bons petits soldats formatés, ou est-ce que tu voyais quand même déjà qu'il y avait, enfin, est-ce que tu étais un peu un ovni dans ce milieu-là à l'époque ou... Je pense que oui, parce que moi, à l'âge de 20 ans, donc quand je suis rentré de l'armée, j'ai eu mon poste à la mairie de Mazamet. Donc j'ai travaillé pendant 10 ans dans cette mairie. Et je me rappelle une fois, on a passé des produits, parce qu'il y avait des pucerons sur des cotonéastères. Donc c'est une plante, vous irez voir ce que c'est. Et en fait, je me rappelle avoir passé un produit. 5 minutes après, je suis repassé, j'ai regardé. Et en fait, j'ai vu une abeille qui avait le dos à l'envers, quoi. Et qui était en train de mourir, quoi. En fait, ça a fait tilt dans ma tête. Et là, je suis monté voir mon chef de service. Je lui ai dit... moi, je suis à la base jardinier. Je suis pas là pour tuer la nature. Donc j'ai dit, tous ces produits-là, moi, je ne passerai plus, quoi. Bon, c'était se frotter un peu à la hiérarchie, parce que quand vous êtes un petit jardinier, que vous allez voir votre chef de service et tout. Et il se trouve que je pense que j'ai été apprécié parce que j'avais une parole franche et saine. Et moi, clairement, je n'ai plus passé de produits chimiques après, quoi. Voilà. Ok, ouais. Tu t'étais déjà fait connaître du coup pour monter dans des arbres, mais le moment où on a beaucoup entendu parler de toi, c'est le moment où on a beaucoup parlé de la lutte contre l'autoroute A69. Est-ce que peut-être pour les gens qui écoutent et qui n'ont plus trop ça en tête, est-ce que tu pourrais juste nous faire un petit récap de qu'est-ce qui se passe sur cette autoroute, sur la construction de cette autoroute ? En fait, la 69, c'est une autoroute qui fait 53 km entre Castres et Toulouse, dans le sud de la France, donc. Elle a été validée par des politiques de la région, en lien avec les services de l'État, en lien direct avec le président de la République, puisque des proches du président sont impliqués grandement dans cette autoroute. Et en fait, c'est des renvois d'ascenseurs, en fait, de « je t'ai aidé à te mettre là, moi je t'aide à te faire ton autoroute ». Voilà, et ça c'est assez triste. Donc on parle d'un projet d'utilité publique qui n'en est absolument pas, puisque si on peut se référer à l'enquête publique environnementale, il y a 90% d'avis défavorables sur 6200 avis déposés par les personnes du territoire. Il y a le Comité national de la protection de la nature qui a donné un avis défavorable, l'autorité environnementale aussi, et souvent en plus de ça, ces deux entités qui sont des entités étatiques, elles rendent souvent des avis défavorables pour d'autres projets autres que celui de la 69, et bien souvent on n'en tient pas compte. Donc j'ai envie de vous dire en aparté, si je fais une aparté, si vous voulez faire des économies, fermez ces entités puisque vous n'écoutez pas les avis de ces pauvres personnes qui travaillent là-dedans. Ouais, c'est vraiment juste un apparat, quoi. Voilà, en fait, ça ne sert pas à grand chose, mais je ne souhaite pas que ça ferme ces entités-là, mais je souhaite juste à ce qu'elles soient entendues. Vous avez compris l'idée, quoi. Faut être cohérent, c'est ça que tu dis. On est bien d'accord, quoi. Et puis voilà, et puis du coup cette autoroute, donc elle a vu le jour, elle a clairement récolté ce qu'elle a semé. Les politiques du coin ont récolté ce qu'ils ont semé, c'est-à-dire la colère des citoyens, puisque quand on ne veut pas de quelque chose, ne nous l'imposez pas. Ça commence à bien faire, quoi. Et du coup, c'est une lutte qui est dure et qui est toujours en cours. Bien entendu, elle a fait du bruit parce que il y a une lutte qui s'est faite dans les arbres. Et elle est emblématique, cette autoroute de la protection des arbres, quelque part aussi. Ouais. Donc il y a pas mal d'écureuils. Alors il n'y a pas que des écureuils du GNSA, il y a des écureuils un petit peu de partout. Il y a des gens de chez XR, chez les soulèvements. Il y a des mouvements qui se créent de partout maintenant de la protection des arbres. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Moi, c'est pas très grave si on n'est pas sous la chapelle du GNSA. Je m'en fous, alors royalement. Ouais. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on grimpe les arbres et qu'on les sauve. Voilà, bien, il y a des grimpeuses et des grimpeurs au GNSA, mais si on ne fait pas partie du GNSA et qu'on sauve les arbres, moi j'accorde toute ma reconnaissance à toutes ces personnes-là. Voilà, donc ça a été une lutte assez difficile qui a mis en lumière l'autoroute, l'inutilité aujourd'hui de ces projets autoroutiers qui vont artificialiser quand même 400 hectares de terres agricoles. Et je pense qu'aujourd'hui le nourricier est quand même au centre du débat public. Aujourd'hui, on a perdu l'autonomie alimentaire depuis à peu près une 15-20 ans. On n'est plus en capacité de nourrir la population française, il faut le savoir. Donc si demain, une grande ville comme Paris, il y a 3 jours d'autonomie avec Rungis, pas plus. Ouais. Donc ils font quoi les gens après ? Ce qui est assez triste, et ce qu'on a déjà connu, et ce qu'on a vécu, de par le passé, de par les grandes guerres, c'est que quand les gens ils ont faim, quand le ventre parle, les gens ils sont capables de tout. Ils sont même capables de s'entretuer. Et ils sont capables aussi, ce qui va se passer, c'est qu'ils retourneront dans les campagnes pour aller chercher de la nourriture. Alors là, c'est une vision apocalyptique que je vous donne. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais moi, honnêtement, je pense que je suis pas le seul. Le déclin qui tient uniquement sur les énergies carbonées, il faut quand même le savoir, à partir du moment où les énergies carbonées vont
venir à diminuer, on ne pourra plus nourrir les gens comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ouais. Donc vraiment la priorité, c'est d'apprendre à se renourrir, d'apprendre à remettre les mains dans la terre. Et voilà. Et donc cette autoroute, pour en revenir à l'autoroute, 400 hectares de terre agricole, ça fait des milliers et des milliers de personnes qu'on peut nourrir, quoi. Je pense que ça a aussi pris de l'ampleur et été très médiatisé, parce que c'est quand même très... c'est une métaphore... de l'absurdité dans laquelle on vit, quoi. Oui, et puis pour en revenir à ça, il y a eu donc des grèves de la faim et des grèves de la soif. Ouais. Et si tu veux, l'idée c'était de dire que la grève de la faim, c'était pour parler des terres agricoles qu'on abîme. Et la grève de la soif, c'est pour parler aussi des arbres. Parce que si t'as pas d'arbres, t'as pas de pluie. C'est eux qui relarguent des molécules chimiques dans l'air et qui facilitent la création des nuages pour ensuite avoir de l'eau. Mais le cycle de l'eau est perturbé parce qu'on a de moins en moins de forêts. On a de plus en plus d'incendies. On perd des forêts, on perd des arbres. Et à un moment donné, il ne faudra pas s'étonner si le cycle de l'eau il est perturbé, quoi. J'allais justement te parler de ces grèves de la faim et de la soif. Justement, toi-même, tu as fait la grève de la faim pendant près de 40 jours, c'est ça à peu près, l'année dernière, jusqu'à carrément être transporté à l'hôpital. Je voulais juste te demander un peu de l'intérieur, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, comment tu t'es dit je le fais vraiment, et tout simplement, est-ce que tu as eu peur pour ta propre vie à ce moment-là? En fait, c'est né tout simplement parce qu'on était à Vendine et qu'on voulait regrimper les arbres le 1er septembre, parce qu'on savait qu'ils étaient en danger, et il se trouve qu'on n'a pas pu. Et comme on a été impuissant et qu'à minuit pile, la machine, en fait, elle était en train de commencer à abattre les arbres, en fait, on a décidé, on était face aux forces de l'ordre, donc on a décidé d'y aller à visage découvert, tous là, et de manifester devant les forces de l'ordre. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est même pas... moi, c'est souvent le cœur qui parle quand je pars sur une décision. Ouais. Je mentalise pas beaucoup, en fait. Je veux dire, le cœur, chez moi, il est plus présent que l'esprit, quoi. Et du coup, j'ai dit, si vous touchez un seul arbre, j'entre en grève de la faim. Et il se trouve qu'ils ont commencé à abattre, c'était indéniable. Du coup, je suis entré en grève de la faim. Alors après, je tiens à dire que je n'ai pas été le seul. Oui. Y en a d'autres qui ont suivi. Des garçons, des filles qui ont suivi le mouvement. Donc je ne veux pas m'attribuer la gloriole du truc non plus. Mais ça a été assez compliqué. Et pour en revenir à ça, moi je fonctionne avec le cœur. Ouais. Justement, après, ça a posé pas mal de questions. Nous, au sein du média, du coup, on a suivi tout ce moment-là et tout. Ça nous a vachement touchés. Et ça nous a aussi questionnés en tant que militants en se disant... Purée, mais à un moment, ça va devenir une question presque sacrificielle pour des militants. Et ça nous a fait peur aussi. Et on s'est dit, est-ce qu'on va être obligé en fait d'en venir à là ? Parce que c'est là aussi que, du coup, je suppose que les médias, tout d'un coup, t'as été super sollicité, super visibilisé, parce qu'il y avait cette question un peu de mettre en jeu carrément des vies humaines. Et donc, il y a la question de est-ce qu'il y a que ça qui peut faire réagir ? Comment tu l'as vécu, toi, de l'intérieur ? Est-ce que ça t'a pas... complètement déprimé de te dire qu'il fallait en venir à ça, tu vois. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait plus quoi faire aujourd'hui pour se faire écouter ou se faire entendre. Et c'est dommage que ce soit toujours les mêmes, en fait, qui soient obligés de se battre pour... En fait, c'est une petite minorité toujours. Enfin, forcément, c'est petit, c'est une minorité, mais c'est une minorité de personnes, en fait, qui se battent pour qu'une grande majorité en profite. Oui. Après... oui, c'est clair que quand on fait des actions comme ça, moi je l'ai tourné dans ma tête, je ne sais plus quoi faire pour me faire entendre en fait. Pour qu'on se fasse entendre, on ne sait plus quoi faire. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on me dit oui, mais ça n'a pas marché. Si, ça a marché, la preuve, c'est qu'on continue à en parler. Oui. Donc, la vraie question, oui, c'est est-ce qu'on doit en arriver là pour se faire entendre par nos politiques ? En tout cas, s'il faut en arriver là, c'est triste. Oui, ouais. Parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on se bat pour leurs enfants aussi. Moi, je suis assez attristé de voir à quel point nos politiques envoient leurs propres enfants dans le mur, quoi. Et j'y réfléchis de plus en plus. Je pense qu'aujourd'hui, la lutte, il va falloir qu'elle se fasse à l'intérieur des familles des personnes politiques. C'est-à-dire qu'il va falloir dire aux enfants des élus, de tous ces politiques qui nous envoient dans le mur, boycottez votre famille si vos
vos parents, votre mère ou votre père, qui a un fort pouvoir politique, prend des décisions qui sont absurdes. Boycotter la famille. Et vous leur dites, ok, je reviendrai au repas de famille que quand vous arrêterez de faire n'importe quoi. Ouais, quand vous arrêterez d'être en train de nous tuer, en fait. Et là, une fois de plus, on revient au cœur. Parce que je pense que quand même, et j'espère, parce que sinon ce sera assez cynique, j'espère que ces femmes et ces hommes politiques aiment leurs enfants. Et je pense que ça peut faire un sacré électrochoc, quoi. Tu as déjà, du coup, tout à l'heure, un peu parlé de ton fils. Comment, justement, au plus fort moment, par exemple, au moment de ta grève de la faim et même de la soif, dans tous ces moments-là, comment est-ce que tu parles à ton enfant ? Comment est-ce qu'on fait pour expliquer aux enfants ce qui se passe ? Moi, c'est pas compliqué. Mon fils, je lui en ai pas parlé parce qu'il est petit et parce qu'il apprendra bien assez tôt ce que son père a fait. Et ce serait lui créer un traumatisme que de lui, si jamais il venait si jamais il entendait que son père a fait une grève de la faim, qu'est-ce que ça pourrait peut-être créer un traumatisme chez lui en se disant papa m'aime pas, il veut mourir, quoi. Mais non, c'est justement l'inverse, c'est parce que je l'aime beaucoup trop qu'on a fait ces actions-là, que j'ai fait ces actions-là pour le coup. Mais je pense qu'on fait pas les enfants pour soi. Moi je le fais. Il aura tout à fait le désir de faire ce qu'il veut dans sa vie, ça c'est clair. Moi je lui interdirai de rien faire. J'espère juste qu'il bossera pas chez Monsanto ou chez Bayer ou j'en sais rien, parce que là quand même ce serait le comble. Ça serait un peu, Mais après il comprend, mon petit garçon, quand il était un petit peu plus petit, il m'a ramené des dessins de l'école avec papa dans un arbre et les forces de l'ordre en bas, quoi. Donc il dit papa, papa il défend les arbres, quoi. Mais mon fils, j'ai envie de dire, voilà, il a 4 ans déjà, il savait le rôle essentiel des arbres, quoi. Voilà, il est plus éveillé que les politiques, que certains de nos politiques, quoi. Puis c'est comme ce que tu dis, si toi, tes actions, elles partent du cœur, je pense que c'est des trucs qui se transmettent aussi, même sans forcément besoin d'expliquer rationnellement ou de parler. C'est des choses qui sont dans votre vie, quoi. Oui, bien sûr. On part souvent marcher en forêt. On a un petit rocher où c'est qu'il y a un point de vue fascinant, qui est magnifique. On se pose là tous les deux, on prend le goûter. On parle, on échange. Et je lui dis, tu vois, tout ce que tu vois là, il faut y faire attention. Tout ce que tu as sous les yeux là, toute cette nature, tu vois, la buse qui vole en dessus de toi, il faut y faire attention. Le renard que tu vois passer, il faut y faire attention. On a besoin de tout ça. Je lui dis, il n'y a pas que nous. Il faut pas utiliser la planète uniquement pour nous. Il faut penser qu'elle est à tout le monde, et que ce soit le règne végétal, le règne animal. Donc voilà, tout ça il le sait, quoi. Voilà, il est au courant. Ouais. Sur la question de la 69, est-ce que tu as vu un changement du coup dans l'opinion des gens, je sais pas, est-ce que tu as du coup été sollicité ou reçu par des institutions qui te parlaient pas avant, après la grève de la faim? Qu'est-ce que ça a changé dans la lutte? Pendant la grève de la faim, j'ai été reçu par le ministre des Transports. Bon, mais moi je suis toujours reçu, de façon... Pas de façon... je passe pas par la voie normale, on va dire. C'est-à-dire un courrier qui vous donne le droit de machin. Moi, je passe par des actions, parce qu'à un moment donné, il faut... Et tu fais une entrée fracassante je passe pas par la porte où normalement je devrais rentrer. Mais peu importe, je m'en fiche. L'essentiel, c'est de rentrer dedans et de leur faire comprendre des choses. Et c'est un peu triste d'ailleurs, j'ai envie de dire, parce que parfois il faut faire des actions spectaculaires pour être entendu, sinon on n'a pas l'oreille de toutes ces personnes-là. Je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau médiatique, on est entendu, on est demandé, donc ce qui signifie quand même que la parole que l'on porte, elle a du sens. Ouais. Donc, tu vois, la preuve, tu me demandes de faire un podcast, on me demande un peu partout pour des trucs, des conférences. Donc, ce qui signifie que ce qu'on fait... alors peut-être on va dire, oui, mais on parle toujours à des convertis, c'est des gens qui te... machin, oui, d'accord, c'est sûr, certainement. Mais quoi qu'il en soit, on a un poids de parole. Donc ce qui fait que ce qu'on a fait, les actions qu'on a menées, c'est pas dénué de sens, quoi. Oui. Même si ça n'a pas... arrêter la construction de l'autoroute, ça fait boule de neige aussi sur plein de choses, et tu dis on parle qu'à des convaincus, mais en tout cas moi ce dont j'ai eu l'impression à ce moment-là, c'est que justement
cette histoire a tellement touché les gens. Et je pense que ça se sentait aussi que c'était un élan du cœur. Parce que du coup, ça a touché les gens, pour moi, au-delà des cercles écolos. Et du coup, c'est aussi ça qui permet de mettre la pression sur des politiques parce que, en fait, tout d'un coup, il y a beaucoup plus d'yeux qui sont en train de les regarder. Et oui, clairement, je pense que ça a mis le sujet, en tout cas, dans la tête de gens qui ne l'avaient pas forcément dans leur horizon, quoi. Je pense que ça a le mérite d'avoir fait ça. Après, je pense que ce qui marche aussi, c'est que... après, c'est dans mon ADN, mais moi, je suis pas quelqu'un de haineux. Moi, je prends toujours la bienveillance, je prends toujours le dialogue, je tends toujours la main pour être entendu. Après, ceux qui me l'attendent pas, j'ai envie de dire, c'est pas moi le méchant. Moi, je demande le dialogue, mais si vous me l'accordez pas, parce j'estime que quand même on doit échanger, quoi, pour qu'il se passe des choses. Et comme je dis, en fait, moi, j'ai de la colère au fond de moi. J'ai beaucoup de colère, en fait. Bah oui, j'imagine. Mais je suis pas haineux. Et c'est la différence entre la colère et la haine, quoi. La colère, elle est moteur, et la haine, elle est destructrice, quoi. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans une spirale destructrice. C'est déjà tellement assez compliqué. Mais par contre, la colère, j'en ai besoin d'être en colère tous les jours et pour continuer à me battre et avoir ce moteur, quoi. C'est important, quoi. Ouais. Et comment, du coup, tu penses que c'est via les actions et aussi, par exemple, les interviews que tu donnes, le fait que tu visibilises beaucoup ce sujet, etc. Tu penses que c'est comme ça que tu réussis à aussi canaliser ta colère? Parce que ça peut être dur aussi, je pense qu'il y a beaucoup de militants qui sont très en colère aussi, mais qui réussissent pas, en fait, à contenir et du coup que ça consume un peu. Bon, je pense que il y a un gros travail à faire sur soi. Moi, j'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais jeune, j'étais un peu une tête brûlée, quoi. Mais il y a l'âge, il y a la sagesse, il y a le fait d'être papa, il y a tout ça, il y a le fait de se remettre en question. Mais quoi qu'il en soit, moi, je reste persuadé que c'est pas en faisant silex contre silex qu'on peut arriver à faire changer les choses. Et voilà, je reste persuadé que si on peut toucher les gens, même des gens qui ont fait n'importe quoi ou qui font n'importe quoi, si on peut arriver à les toucher de par des actions, en parlant aussi de l'affect des enfants, de qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants sur cette planète et tout ça, je sais pas, mais j'essaye de passer par un autre biais pour faire comprendre finalement à ces gens-là qui font parfois n'importe quoi, que oui, on est tous dans le même bateau, dans la même galère. Et peut-être que je me dis, je sais qu'il y a je pourrais citer je pourrais pas les citer parce que je me rappelle plus, mais je sais qu'il y a des choses qui sont passées, des évolutions qui sont faites dans la tête de personnes qui au final s'en foutaient pas mal. Donc je me dis, oui, c'est peut-être pas beaucoup de gagner, mais je me dis si on en gagne quelques-uns chaque jour, c'est ça de prix, quoi. Puis je pense que c'est des changements qu'on voit pas tout de suite, parce que c'est aussi super dur d'admettre qu'on est dans l'engrenage qui nous fait aller mal aussi en tant que personne. Et du coup, je pense que c'est difficile d'admettre que oui, en fait, on va changer, mais que ça se fait petit à petit. Et j'ai l'impression aussi que, ce que je comprends en tout cas de ton discours, c'est que au-delà d'aller parler aux politiques par du raisonnement des courbes, des chiffres qu'ils connaissent déjà en fait et qu'ils n'ont pas trop intérêt à suivre, c'est justement essayer de ramener la question dans le domaine de la sensibilité et de les toucher par d'autres biais que ceux qu'on a utilisés jusqu'à maintenant. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi que, parce que tu vois, on pourrait avoir aussi beaucoup de discours militants qui disent les politiques de toute façon ils vont pas changer, faut arrêter de leur parler, faut arrêter de leur demander des choses. Mais en fait c'est ce que tu dis, c'est que si on change une seule personne qui a un levier de pouvoir tel que ceux qu'ont les politiques, c'est un impact monumental en fait. Donc en tout cas c'est ce que je comprends de ton discours, de continuer à être dans le dialogue, quoi. Moi je pense que vraiment la clé c'est les enfants en fait. En règle générale, je pense que quand on fait des enfants, c'est pour les aimer, pour leur offrir quelque chose demain, quoi. Ouais. Donc je pense que la seule clé elle est là en fait. Et moi ce discours je l'ai tout le temps, et je l'ai avec les forces de l'ordre quand je suis dans l'arbre. Je dis j'ai rien contre vous, mais est-ce que vous avez des enfants? On le fait pour eux. Mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça en fait? Rien, quoi. Je veux dire, le débat il est clos, quoi. Ouais, c'est clair. Dès le début, il est clos. Si on cherche la petite bête aussi, des gens qui pourraient te dire, en fait, les politiques, leurs enfants, ils savent qu'ils vont avoir les moyens de les protéger, tu vois, et du coup, ça fait ressortir des inégalités. Ça c'est sur le court terme. Hein. Tu sais, les protéger de quoi? Ok, ils vont peut-être aller habiter en Suède quand ça ira pas bien. Mais la Suède, ça durera pas longtemps non plus. Je veux dire, moi, je suis allé au Danemark il y a pas longtemps pour Paul Watson. Les températures là-haut, c'est plus les températures qu'ils avaient il y a
qu'ils avaient il y a 10-15 ans, quoi. Oui, en gros, la catastrophe, elle est trop globale pour que qui que ce soit c'est quoi l'idée? Reculer au maximum, remonter, puis après vivre sur un iceberg là-haut, au pôle Nord. Tu sais, t'as même les gens qui construisent des espèces de bunkers en Australie. Ça marchera pas. Les ultra riches. Ça marchera pas. Ouais, mais ils sont assez convaincus, c'est ça qui est flippant. Ou à moins d'être dans, c'est pas Interstellar, où à la fin, ils montent dans une navette, ils partent vivre dans l'espace. Ouais, oui, mais là, c'est quoi, là? C'est une poignée, là. Une poignée de gens. Oui, c'est ça. Du coup, je voulais aussi parler un peu de cette pièce de théâtre à laquelle tu participes. Et juste, est-ce que tu veux nous raconter un peu ce projet sur lequel tu n'étais pas forcément attendu, je pense, par les gens? On te voit passer des arbres au théâtre. Du coup, c'est quoi le lien entre les deux? Et peut-être si tu veux nous parler un peu de cette branche culturelle de l'écologie. Le lien, en fait, c'est le même, parce que je suis dans mon propre rôle et je raconte les mêmes histoires, mais via l'art et la culture. Et j'en avais envie, j'en avais besoin, en fait. Ça faisait un petit moment que je réfléchissais à ça pour justement élargir le spectre des personnes qui ne sont pas sensibles à tout ça. Donc je me dis, s'il y a de la musique, s'il y a du mapping, s'il y a des images, s'il y a des comédiens, ça va peut-être leur donner envie à des personnes supplémentaires de venir nous rejoindre. Et moi après, je suis pas comment dire, une personne éloignée du milieu de l'art, puisque moi j'ai fait du théâtre et ça fait 30 ans que je fais de la musique. Donc la scène, tout ça, ça m'a toujours plu, fasciné. Voilà, c'est un truc, c'est un exutoire en fait pour moi, un moyen de lâcher les chevaux. Quand je suis derrière un micro et que je fais du Led Zeppelin ou du Deep Purple ou des Doors, c'est une façon pour moi au lieu d'aller gueuler peut-être sur des politiques ou sur des forces de l'ordre, il vaut mieux que j'aille gueuler dans un micro, quoi. Ouais. Donc, du coup, après, tu peux leur parler de leurs enfants et ça marche mieux. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, et puis Patrick Scheder, qui est à la base du projet, il m'a appelé, il est descendu chez moi, on a passé 2 heures à discuter, à dialoguer, et au final on est tombé d'accord sur le fait que moi j'ai trouvé que son truc c'était génial. Et donc il m'a embarqué là-dedans. Moi j'ai déjà écrit une pièce de théâtre que j'ai jamais produite, mais du coup j'ai dit je vais écrire mon texte. Il me dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai aussi écrit un texte qui s'appelle Je suis la forêt, donc interprété d'ailleurs par Émilie Loiseau, et donc elle est dans la peau, elle prend la parole, c'est la forêt qui nous parle. Et ensuite, le déroulé aussi du spectacle est interprété par Jeanne Chiral. C'est un peu comme un conte, en fait. Okay. Voilà, c'est un conte où il y a plein de tableaux qui arrivent. Et voilà, donc j'ai écrit ça. Et en fait, clairement, je suis dans le rôle du secrétaire de cabinet du président de la République. Et le président de la République est dans un arbre et je descends pour lui chercher une bouteille d'eau parce qu'il a une bouteille en plastique. Bon, là, je suis désolé, mais c'est parce qu'il a envie de faire pipi. Donc, je descends lui chercher une bouteille en plastique. Ok, voilà. Du coup, c'est un peu inverser la réalité. Exactement, tu as tout compris. Et c'est lui montrer ce que c'est que de défendre le vivant, quoi. Voilà. Ok, ouais, je comprends que ça doit être assez jouissif de jouer dans un truc comme ça. Clairement. Et du coup, c'est quoi la suite de ce projet? Quand est-ce que vous allez jouer? Est-ce qu'il y a des dates prévues? Écoute, alors je pense que pour le coup, cette date-là, les personnes de ton podcast ne pourront pas venir puisqu'on joue ce soir à la Gaîté Lyrique. Oui, du coup, c'est un peu... Voilà, et après, écoute, alors je suis désolé, il y a d'autres dates, mais je me rappelle plus et j'ai plus. T'inquiète, je mettrai les liens dans la description. Yes. J'ai déjà en tout cas, on pourra vous voir de nouveau. C'est un truc qui a vocation à continuer. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui. Et puis on a des dates qui rentrent. La Gaîté Lyrique, c'est complet. On va jouer à Fontainebleau, on a joué à Chaillé-en-Bière, on avait joué dans la salle immersive de la Gaîté Lyrique il y a un petit moment. Enfin, c'est juste, on a joué au MC2 à Grenoble, on a joué pour le Climat Libétour. Ouais. Non, mais le truc il plaît, donc t'as mieux, allons-y gaiement, quoi. Ouais, trop bien. Et je mettrai pour les gens qui sont intéressés dans la description. Et puis moi peut-être aussi parce que du coup tu m'as vendu du rêve là. Moi j'adore les trucs un peu existentiels. C'est quoi en ce moment ta plus grande peur et c'est quoi ton plus grand espoir? Ma plus grande peur, c'est toujours la même, c'est que mon petit garçon ne puisse pas continuer à vivre cette planète si on ne fait rien aujourd'hui. Ça, c'est un truc, ça me lâchera jamais, quoi. Ouais.
Voilà, je pense plus du tout à moi en fait. Tout ce que je fais, c'est pour mon petit garçon, quoi, tout simplement. Et après, mon plus grand espoir, c'est que le monde se réveille, quoi. Voilà. Quand je dis le monde, c'est les gens qui sont pas convertis à tout ce qui est en train de se passer, quoi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci sur beaucoup. Les planches ou dans les arbres, je ne sais pas. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode avec Thomas Braille. J'espère que ça vous a plu. Merci à lui encore une fois d'avoir pris le temps de se poser un petit peu avec moi au micro. Si jamais ça vous a plu, je vous le redis, même si vous l'avez déjà entendu plusieurs fois dans cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir. Tous les liens sont dans la description de cet épisode. Et surtout, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur votre appli de podcast, parce que les épisodes se renouvellent très vite. Et en vrai, il y a peut-être d'autres trucs qui vont vous intéresser dans tout ce qu'on produit ici et ailleurs. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un épisode d'Oi Oi, donc de petites revues d'actualité et questions existentielles. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien et à tout bientôt.